Quels sont les atouts et limites de la nouvelle stratégie de communication gouvernementale? L'intégration des services financiers de l'État, la digitalisation du cadastre et le livre foncier sont-elles gages de transparence? Faut-il redouter une nouvelle vague de la Covid-19 au Sénégal? L'air du temps de ce dimanche analyse toutes ces questions et Alassane Samba Diop reçoit Daouda Tall, éditorialiste, et Ibrahima Diop, sociologue et diplômé en sciences politiques. L'air du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio 90.3, iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 29 novembre 2020, merci d'être à l'écoute de l'Air du temps qui reçoit aujourd'hui Daouda Tall. Daouda Tall est éditorialiste et avec Ibrahim Diop qui va nous rejoindre dans un instant. Donc cette semaine, vous le savez, le gouvernement a tenu une conférence de presse, entre guillemets, ça s'appelle rencontre gouvernement face à la presse. 8 ministres étaient sur le pupitre, ils ont abordé beaucoup de questions, éducation, emploi, immigration clandestine, pêche, entre autres. Le format a été peut-être inédit, mais pas la première fois, c'est pas la première fois que le gouvernement rencontre la presse, crée des cas de rencontre pour expliquer ce qu'il est en train de faire. Mais souvent, la pérennité de ces rencontres pose problème. Nous sommes avec Daouda Tall, éditorialiste. Daouda Tall, cette façon de faire du gouvernement, de parler aux Sénégalais à travers 8 ministres qui étaient sur le pupitre face à une escouade de journalistes, est-ce que c'est une bonne option? Alors, merci Alassane. Je salue vos auditeurs et pour répondre directement à cette question, je pense que c'est une bonne initiative de s'exprimer et d'expliquer l'action du gouvernement, de l'expliquer, de donner des réponses, surtout dans cette situation dans laquelle nous sommes, de donner des réponses aux citoyens pour qui le gouvernement met en place, met en œuvre des politiques publiques. Maintenant, sur le format, effectivement, c'est le gouvernement face à la presse. Là-dessus, ce qu'il faut espérer, c'est que le message passe. Parce que le gouvernement s'exprime, parle à qui? Moi, ce que je comprends, c'est que le gouvernement, il parle aux populations, aux citoyens, aux administrés. Celles et ceux pour qui le gouvernement est chargé de mener des politiques publiques qui, on l'espère, et qui normalement génèrent des impacts positifs pour l'amélioration des conditions de vie de ces mêmes populations. Maintenant, est-ce que le format, comme vous posez la question, le gouvernement parle à la presse, face à la presse, est-ce que ça n'aurait pas pu être simplement le gouvernement face aux citoyens, le gouvernement face au public? Mais quand je dis public, c'est public au pluriel, bien entendu, parce que, vous l'avez rappelé, il y a plusieurs types de communication qui ont eu. Il n'y avait pas une communication du gouvernement, il y avait plusieurs communications portées par plusieurs chefs de département, plusieurs ministères, donc plusieurs ministres en l'occurrence. Et donc, chaque pan de la politique publique, d'une politique publique donnée dont un ministère est chargé, a été expliqué, détaillé avec des réponses qui ont été données. Donc finalement, c'est ça qui explique que le gouvernement parlait à plusieurs publics. Il y avait des citoyens qui très certainement étaient plus intéressés par la question de l'eau, d'autres par la question de l'éducation, d'autres par la question des réponses qui sont apportées par le gouvernement par rapport à la situation de la Covid-19. Donc voilà, donc finalement c'est une multitude de publics qui correspond à une diversité de préoccupations des citoyens qui étaient concernés par cette communication. Mais il faut dire également que le gouvernement ne peut que parler dans ces conditions-là à la presse et à charge. La presse a la charge maintenant de diffuser le message parce que la presse représente un canal. Très certainement dans l'idée, dans l'esprit du gouvernement, c'est pour ça que c'est intitulé le gouvernement face à la presse. Mais est-ce qu'avec ce format, le gouvernement était en train de communiquer ou bien d'informer? Alors ça, c'est une grande question qu'il faut se poser effectivement. Je pense que le gouvernement était à la fois en train
de communiquer et d'informer, c'est les deux quelque part. C'est la presse qui informe finalement. C'est la presse qui informe, le gouvernement communique. Maintenant, la presse, du moins le gouvernement, donne des réponses, apporte des précisions sur les politiques publiques qui sont menées. Donc le gouvernement, quelque part, communique, on va dire. Maintenant, cette communication-là, si on veut l'analyser, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit pédagogue quelque part, qu'elle soit présentée avec une certaine pédagogie, surtout qu'on est dans un pays où, on le sait, presque la moitié de la population ne parle pas véritablement la langue officielle qui est le français. Donc ça, c'est très important d'y aller avec une certaine pédagogie en matière de communication, surtout en matière de communication gouvernementale. Donc je pense que cette communication est quand même relativement importante. Elle vient à son heure parce que c'est une initiative, à mon avis, qu'il faut saluer. Maintenant, il faut qu'elle soit bien dirigée. Il ne faut pas qu'elle soit une communication défensive. Il faut qu'elle soit une communication implicative qui explique en réalité. Parce que ce qu'on a pu constater, il y a eu des réponses qui ont été apportées de manière nette, mais la posture des ministres et de ceux qui communiquent au nom du gouvernement ne doit pas être seulement une posture défensive, mais plutôt une posture qui permet aux gens de comprendre, d'expliquer. Voilà, c'est ça l'essentiel. Oui, mais dans ce genre de débat, les journalistes se sont plaints un peu du fait qu'ils n'ont pas pu faire des relances. Parce qu'une question est posée à un ministre, s'il n'y a pas la réponse adéquate ou bien la réponse n'est pas satisfaisante, il y a ce qu'on appelle dans le jargon journalistique des relances. Ils n'ont pas pu le faire parce que chaque ministre, le temps que ça devait prendre est tellement long que les gens n'ont pas pu aller au fond des choses. Oui, ça c'est vrai que à partir du moment où on dit surtout le gouvernement face à la presse, ça veut dire que la presse a son mot à dire pour relancer justement. Je pense que ce format-là doit être revu quelque part. C'est-à-dire, on appelle la presse pour communiquer face à la presse, comme son nom l'indique, comme je l'ai dit encore, je l'ai dit au début, c'est pas face au public, c'est face au public, aux citoyens, via la presse. Donc, il faut quand même donner la possibilité à la presse de pouvoir relancer, comme vous l'avez rappelé, et de pouvoir poser des questions, parce que ça, c'est très important et c'est dans l'intérêt du gouvernement. Lorsque vous chargez quelqu'un dont c'est la mission, une institution que représente la presse, dont c'est la mission et qu'elle reconnaît que c'est sa mission d'informer le public, il faut lui donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir informer. Et ça ne peut que passer par des réponses qui sont apportées par le gouvernement, des réponses des journalistes, puisque c'est eux qui décident ensuite, qui voient la pertinence et l'intérêt de l'angle de traitement de l'information. Ça, c'est très, très important. Ibrahima Diop, vous avez suivi la communication du gouvernement au niveau du pôle ministériel à Diamniadio. Est-ce que vous pensez que la communication qui a été initiée, elle est appropriée pour que les populations comprennent réellement ce qui se passe, les enjeux? Dans le principe, il faut saluer cette démarche, dans le principe. En fait, ce n'est pas une nouvelle démarche, c'est la reconvocation d'un schéma qui a été initié à l'époque sous le régime de Wade. Je remercie l'évocation par l'économiste de cette question-là sur l'intérêt, etc. et les modalités. Je vous remercie et je remercie aussi l'ensemble des Sénégalais qui ont vraiment suivi cette rencontre face à la presse, entre le gouvernement et la presse. Mais il faut dire que d'abord que c'est une marque dans le processus de l'évolution démocratique, parce qu'il s'agit d'une innovation, même si c'est une reprise, il s'agit d'une innovation, et cela traduit quelque part l'intérêt qu'on a d'avoir les questions orales à l'Assemblée nationale. Parce que la première lecture, c'est, comme qui dirait, on est en présence non pas seulement d'une Assemblée nationale, mais d'une Assemblée nationale populaire. Et les journalistes ont maintenant une véritable fonction à jouer, à exercer dans le processus et l'évolution démocratique. Donc ça, c'est dans le principe. Mais lorsqu'on plonge dans les faits, on peut faire deux constats. Lesquels? Le premier niveau, c'est quelque part la posture du gouvernement dans ce schéma de communication.
c'était une posture d'information, c'était une posture d'inclusion de tous les Sénégalais par rapport à l'action publique. Mais le deuxième, c'est que cette posture-là doit être accompagnée par une autre fonction de veille, d'alerte, de contrôle et d'interpellation. Voilà que notre chère presse assume et doit assumer cette fonction-là. Elle l'a assumée jusqu'ici. Il faut que notre chère presse l'assume davantage en se disant que, en mettant en place une stratégie aussi. En fait, le gouvernement ne peut pas, on pourrait dire que par rapport au timing, on ne peut pas donner autant de temps au traitement d'une question et ça ne doit pas faire l'objet. C'est une rencontre d'information, ce n'est pas une rencontre de polémique ou de débat poussé. Mais on peut toujours, comme c'est à la quinzaine, revenir à chaque fois, revenir autant que faire se peut et thématiser. C'est pour cela que, quelque part, en fait, la presse doit davantage s'organiser et on doit donner à la presse les moyens de s'organiser pour que les informations puissent être traitées et que les décideurs puissent répondre convenablement aux interpellations qui sont posées. Ouais, vous avez été éditorialiste dans un grand média africain qui est basé en France, la France que le Sénégal prend souvent comme modèle. Nous avons constaté que chaque matin, dans les matinales, les responsables français, qu'ils soient ministres, directeurs de société, entre autres, passent obligatoirement dans les matinales pour rendre compte de la gestion de leur département, de leur pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur format aujourd'hui que les ministres viennent dans les matinales, des radios, des télés, pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire tous les jours aux Sénégalais? Mais tout à fait, Alassane. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et si on veut expliquer ce que le gouvernement fait, c'est les porteurs de ces politiques publiques-là, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre, qui doivent le faire. Bon, et vous l'avez rappelé, moi j'ai travaillé en tant qu'éditorialiste pour un grand média basé à Paris, effectivement, et au-delà même de la société française que vous évoquez, des ministres français qui viennent expliquer dans les matinales, même dans les médias africains ou internationaux qui sont basés en France, par exemple, vous avez souvent un défilé de ministres, de hauts fonctionnaires, de politiciens, lorsqu'ils séjournent dans la capitale française, qui passent dans ces chaînes-là pour expliquer à l'Afrique, pour expliquer à leur propre population restée au pays ce qu'ils font. Donc vous voyez ce que je veux dire, parfois c'est plus facile, mais ce n'est pas seulement le Sénégal. Vous prenez le Congo, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, etc. Parfois c'est plus facile d'avoir dans une capitale européenne, en l'occurrence à Paris, un ministre qui vient volontairement expliquer la politique qu'il mène, dont il est chargé. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il ne le fait pas facilement dans les médias locaux, là où il est. Vous voyez? Donc, je ne veux pas citer de médias, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il est important de commencer à communiquer à l'échelle locale plutôt que de viser seulement des chaînes internationales ou des médias internationaux. Pourquoi? Parce que le président qui a été élu, il a été élu par les Sénégalais. Donc, à un moment donné, il faut d'abord communiquer en direction des Sénégalais et avant de pouvoir élargir dans un spectre plus large, c'est-à-dire l'Afrique ou le monde, etc. C'est peut-être qu'une question de prestige, peut-être, quelque part. Mais la presse a son rôle à jouer, c'est-à-dire que la presse doit également inciter, de par des émissions de qualité, ces hauts fonctionnaires, ces ministres à venir s'exprimer. Et c'est tout le problème aussi du plan Sénégal émergent parfois. C'est que malgré la qualité des projets qui sont contenus dans le PSE, beaucoup de citoyens ne le comprennent pas parce que ceux qui sont chargés de le mettre en œuvre, même s'ils le font de temps en temps, ne descendent pas suffisamment sur le terrain pour des émissions, comme vous l'avez rappelé, la matinale, etc., ou des JT, pour expliquer. Mais il faut, c'est très très important. La première qualité d'un homme public, d'un ministre par exemple, chargé de mettre en œuvre une politique publique, c'est de pouvoir communiquer sur sa politique publique. La communication, c'est très très important. Beaucoup estiment que le talon d'Achille des dirigeants africains, c'est souvent, au lieu de s'adresser aux médias locaux, ils préfèrent aller en France, ou bien les médias étrangers qui sont dans leur pays, s'adresser à eux pour parler à leur propre population. Personne ne le comprend. Mais c'est vrai aussi.
que du point de vue interne aussi, que la presse locale doit faire aussi des efforts pour avoir des émissions de qualité, pour pouvoir parler aussi aux dirigeants. Oui, mais des émissions de qualité, cela suppose un accompagnement, l'accès à l'information, donc qu'il y ait davantage de porosité de l'information publique par rapport à la presse. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est les moyens donnés aux journalistes pour, en tout cas, davantage s'enrichir au plan intellectuel par rapport à l'action publique. Donc, la presse doit être au cœur du déroulement de l'action publique. Parce que, quoi qu'on puisse dire, on va faire recours à la presse pour essayer de conquérir des voix, pour essayer d'expliquer, pour essayer de traiter ou d'apaiser une situation. Or, on doit en fait venir à la presse, non pas en tant que recours, mais en tant qu'action normalisée et instituée. C'est pour cela qu'il faudrait que cette rencontre face à la presse soit instituée d'abord. Parce qu'il faut partir, moi, je suis relativement pragmatique, il faut partir des acquis. L'acquis est que nous allons instituer, travailler pour l'institutionnalisation de cette rencontre face à la presse. D'abord. Et qu'on s'en tient à d'abord ça, premièrement. La deuxième chose, ça dépendra, disons, de la volonté ou de l'analyse de l'autorité qui va juger utile ou non d'aller vers la presse pour communiquer ou trouver d'autres canaux de communication, notamment la communication sociale. Mais d'abord, ce qui est réglé, ça, il faudrait que nous autres Sénégalais, nous en accordions tout l'intérêt en prenant à bras le corps ce problème de communication parce que jusqu'ici, et là c'est un peu la question que l'interrogation et la remarque qui avait jailli dès que le projet a été émis, nous sommes en présence, comme je l'ai dit tout à l'heure, en présence d'une véritable Assemblée nationale populaire. Et cette Assemblée nationale populaire-là, il faudrait cadrer ça, institutionnaliser ça. Dès lors que c'est à la quinzaine, toutes les questions orales peuvent être posées là-bas, en tant que la presse serait les véritables représentants du peuple. Et c'est à ce niveau-là que c'est intéressant. Maintenant, le deuxième niveau, c'est que, comme l'a évoqué tout à l'heure, en fait, mon cher Daouda, le problème, c'est que cette pratique au Sénégal rompt avec l'idée et la perception qu'on avait et la pratique qu'on avait jusqu'ici par rapport à la gestion de la communication étatique du côté africain. Donc, cette rupture-là, il faut saluer ça, il faut consolider ça. Comment? Oui, mais il y a eu des tentatives qui n'ont pas abouti. Il y a eu quand même des tentatives pour dire que la presse devait venir à la présidence, rencontrer à chaque fois le ministre porte-parole du gouvernement. On l'a fait 1, 2 fois, après plus rien. Oui, mais c'est l'occasion maintenant. C'est pour cela que je parle de consolidation et d'institutionnalisation de cette action de communication. D'abord, dès que c'est réglé, nous allons essayer maintenant de faire bouger l'ensemble des autorités à aller dans ce sens. Parce que, en fait, l'autorité est soumise à un jugement. Ah oui, pour la première fois, l'autorité est soumise à un jugement et un jugement de type public. Nous allons dire que désormais, en fait, tel ministre ou telle autorité travaille parce que chaque quinzaine, c'est énorme, c'est énorme, ça c'est un acquis de taille. Chaque quinzaine, il va être interpellé ou s'il y a un problème dans son département, il est tenu de venir expliquer et il n'ose pas s'absenter cette fois-ci. Ah oui, il n'ose pas s'absenter cette fois-ci. Donc, on aura l'information exacte, ou en tout cas un début d'information exacte. Et si, en fait, il y a des choses qui manquent, la quinzaine qui suit, mais la presse peut revenir en charge sur la question et interpeller davantage le gouvernement. Oui. Mais surtout, c'est en matière d'alerte que c'est important. Parce que vous êtes partout au Sénégal. Et vous tenez des informations stratégiques, c'est à vous d'alerter sur tout ce qui se passe et d'interpeller le gouvernement sur les situations à venir, au sens propre du terme. Donc, voilà. Ouais. Mais je pense que effectivement, il a raison, Ibrahima, mais sur cette question aussi, l'une des choses importantes, c'est de rehausser la qualité du débat. Il ne faut pas que le débat s'arrête à tout simplement des questions purement politiciennes, ce qui est souvent le cas. Absolument. C'est vrai qu'à la décharge des autorités,
On ne peut pas venir toujours se présenter à la presse pour dire tel a quitté tel parti et elle est là, ou pour dire ceci, cela, les élections, etc. Il faut aller dans les questions de fond. La différence avec ces médias internationaux dont on parle, et il est temps que les médias locaux et les médias africains se hissent à ce niveau-là. Même si on a des journalistes d'excellente de qualité, ça c'est clair et net, mais c'est surtout au niveau du format. Pour que le débat puisse avoir lieu et que la communication soit efficace au profit des populations, il faut véritablement qu'on aille dans le fond des choses, qu'on aille dans les sujets de fond. C'est-à-dire, on parle économie, on parle de l'agriculture, on parle des projets qui sont mis en œuvre, on parle de l'entrepreneuriat, etc. C'est-à-dire que pour ça aussi, il faut peut-être aussi dans la formation de la nouvelle génération de journalistes, que ce soit aussi des gens qui sont à la fois des journalistes, mais aussi des techniciens dans leur domaine. Et je pense que ça existe également. Mais vous le voyez, lorsque vous regardez les médias internationaux, quelque part où on demande aux ministres français, british, etc., de venir s'exprimer, ils sont souvent en face d'éditorialistes, par exemple, ou d'experts, quelque part. Et donc, le rôle du journaliste ne doit pas... on doit passer d'un journalisme pur, de passer de ça à aller vers tout ce qui est éditorial, etc. Pour permettre aux gens, pour que les hommes de médias puissent challenger directement les autorités sur la mise en œuvre de leur politique publique. Et la presse doit se refuser maintenant de servir juste d'un canal, d'être juste un canal d'acheminement de l'information des autorités vers les publics. Ça n'enrichit pas le débat public. Il y a cette fonction, mais il faut la compléter par une fonction de défi dans le débat, d'aller dans les questions de fond au profit des populations. C'est comme ça que la presse jouera son véritable rôle d'institution et de pouvoir en matière d'information. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Daouda Tall, éditorialiste, Ibrahima Diop, sociologue diplômé en sciences politiques. Là, le deuxième débat, pour aller au fond du sujet, justement, le gouvernement a annoncé dans le Conseil des ministres l'intégration des services financiers de l'État, la digitalisation du cadastre, le livre foncier. Est-ce que vous pensez que c'est des gages de transparence? Absolument. Comment? Disons qu'il faut d'abord remarquer qu'il s'agit d'un processus. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a décidé cette digitalisation et cette intégration. La digitalisation est un processus qui a pris naissance depuis les années 90-2000, notamment en 2005, avec le programme d'appui à la modernisation du cadastre. Donc, il s'agissait de rompre avec tout ce qui servait en fait de goulot d'étranglement à la transparence, à l'accroissement de la pauvreté et la vulnérabilité de nos compatriotes. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait comprendre ça. Sur la question de l'intégration des services financiers, ce qui est important, c'est le principe de rechercher une meilleure efficacité. Parce que dans la dispersion, nos compatriotes, disons, ne savaient pas exactement. Donc il n'y avait pas une uniformisation du schéma et il n'y avait pas un canal de concentration de l'action d'investissement et de financement. Et ça, c'est important qu'il y ait une transparence et une visibilité de tout ce qui se fait en matière de financement. Nous avons procédé à des financements depuis les années 80, etc., des franges de notre population. Le secteur privé a bénéficié faiblement, c'est vrai, mais de financement. Mais il faudrait harmoniser tout cela et mettre ça dans un paquet, mais que cela puisse répondre à 2 critères. Premièrement, rechercher le critère de transparence réelle. Ce critère de transparence n'est pas à rechercher au niveau institutionnel, parce que le discours institutionnel est une chose, ça c'est l'exposé des motifs. Les pratiques. Mais les pratiques sont outre. Voilà. Au niveau des pratiques, il faudrait qu'au niveau de l'accueil et de l'orientation, que ça puisse être développé à un très haut niveau. L'appui, l'orientation et le conseil. Et là, la privatisation de ce dispositif-là est important. Ça, c'est un acte important qu'on ait, en fait, la mobilisation des consultants. Il y en a énormément dans ce pays.
la mobilisation de jeunes experts, parce que ça doit générer de l'emploi. Tous les économistes qui nous sortent des universités, des écoles de formation, etc., tous les sociologues qui nous viennent de là-bas, les environnementalistes, etc., les financiers, les managers, etc., il y en a toute une foule. Il faudrait organiser ça. Et il y a un schéma qui a été initié sous la houlette de l'ADPME et de la coopération allemande qui a mis en place un réseau dédié à cela. Mais il faudrait aller de manière plus large en mobilisant, parce que ce n'est pas une question dakaroise, c'est une question nationale, encore une fois. Et dans la concentration des services, il ne faudrait pas que cette concentration des services nous ramène à une concentration à Diamniadio. Il faudrait une concentration au niveau de l'ensemble, disons, sur tout le territoire national pour qu'il y ait davantage d'accessibilité. Et le deuxième critère, c'est un peu le projet. Le projet. Si on recherche cette efficacité-là, il faudrait que nous puissions mesurer et évaluer et définir un moment d'évaluation par les bénéficiaires qui viennent au niveau des services financiers. Et c'est cette évaluation qui est importante. Voilà. Moi, je n'ai pas peur d'une initiative, j'ai peur simplement d'une absence d'évaluation et d'une évaluation exhaustive, sans parti pris. On a vu en Afrique ces genres de situations réglées au Togo et au Rwanda. Le Rwanda, il y a l'office des recettes du Rwanda, où le directeur général, c'est le directeur des impôts, l'adjoint, c'est le directeur des douanes, qui permet qu'il y ait un seul canal où l'argent qui entre, qui sort est bien contrôlé. Le Togo a fait la même chose. Mais est-ce que le Sénégal, vous pensez qu'il doit aller dans ce sens-là? Parce que ce qui est intéressant au Rwanda et au Togo, c'est que le poste de direction est appel à candidature. L'ex-directeur de recettes du Togo, de l'office, était justement rwandais. Oui, je pense que l'appel à candidature, ça c'est quelque chose de très important. Moi, je suis en faveur de cette manière de faire, c'est-à-dire recruter dans un domaine précis, pour un poste précis, la meilleure compétence qu'on peut trouver sur le marché local en tant que parmi les citoyens. Je pense que le jour où on arrivera à ça, peut-être que beaucoup de choses vont s'améliorer. Maintenant, souvent ce que l'on dit dans notre pays, c'est, on l'entend, la nomination, c'est 50% confiance, 50% compétence. Mais elle sort d'où cette règle? Cette règle, elle est sénégalaise simplement. On l'entend souvent. C'est moitié confiance, moitié... Bien sûr, la confiance, elle est importante. On ne dit pas le contraire. Mais enfin, c'est pas parce que vous ne connaissez pas une personne que vous ne pouvez pas lui accorder de base une certaine confiance. On ne doit pas être dans la méfiance tout le temps. Donc ça aussi, c'est important, ou bien la proximité politique seulement. Bon, maintenant, partant de là, vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de pays qui l'ont expérimenté. La Côte d'Ivoire aussi va dans ce sens progressivement, c'est-à-dire de faire des appels à candidature pour certains postes. Donc ça, c'est important. Mais au-delà de ça, on veut bien aussi que celui qui nomme une personne parce qu'il a confiance en la personne. Ça aussi, on peut l'accepter. À partir du moment où la personne est quand même parmi les plus compétents. Je pense que la grande question, elle est là. Maintenant, sur le sujet en lui-même, je pense qu'il faut, au-delà de la compétence, c'est l'organisation de l'administration qui est importante. Justement, est-ce que l'intégration aujourd'hui des services financiers de l'État, la digitalisation du cadastre et le livre foncier, vous pensez que ça peut participer davantage à la transparence? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le foncier, dans le cadastre, oui. Les services financiers de l'État, beaucoup d'argent qui est brassé, des milliards. Oui, c'est la digitalisation, la numérisation. Vous savez, nous sommes dans une 4e révolution industrielle. Le numérique, on le dit, on le répète. On ne peut pas y échapper. C'est comme quand la lumière est apparue. Ça peut aider qu'il y ait moins de corruption. Oui, ça peut aider qu'il y ait moins de corruption dans les services parce que lorsqu'on a un état réel de la situation en instant T, on le sait. Maintenant, c'est très difficile. C'est très difficile. Même le cadastre, les informations que l'on peut tirer là, est-ce qu'on peut leur donner une totale valeur juridique? Je pense que même dans les pays développés, dont la France qu'on a cité tout à l'heure, il y a encore ce débat-là. Mais de toute façon, le cadastre donne un certain nombre d'éléments sur la situation globale, sur la propriété, sur les terrains qui existent,
la situation cadastrale. En gros, c'est une mine d'informations. Donc cette mine d'informations-là, c'est important pour les services des impôts, parce que nous sommes dans un pays où il est difficile de collecter l'impôt, et à partir surtout l'impôt foncier, et à partir du moment où on ne peut pas collecter l'impôt, le budget de l'État est principalement alimenté par l'impôt, un budget recettes-dépenses. Les recettes, c'est principalement l'impôt. Si l'État n'en a pas assez dans son budget, on parlait de l'Assemblée nationale tout à l'heure, ce que l'État fait, c'est deux choix, soit emprunter, augmenter le service de la dette, ce qui est négatif quand même, ou alors essayer de profiter de l'aide publique au développement. Dans les deux cas, il y a dépendance. Lorsque vous avez l'aide publique au développement, que ce soit l'appui budgétaire ou l'aide qui passe par les organisations de la société civile, dont les ONG, par ces deux canaux-là, il y a forcément une certaine dépendance. Parce qu'on vous donne, et il y a des conditionnalités. On ne va pas y revenir sur la question de la pêche d'ailleurs, c'est aussi lié. Donc l'autre volet, c'est la dette. La dette, il y a un certain nombre de critères de convergence que le pays doit respecter. Vous savez, si la dette elle est trop importante par rapport au PIB, le pays va mal. Donc quelque part, ce qui est important, c'est d'avoir une visibilité sur les propriétés, sur le plan cadastral. Si c'est un outil que les services des impôts peut se servir, ce sera une excellente idée. Et ça ne peut passer que par la digitalisation. Ça ne peut passer que par le numérique, bien entendu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a même du mal à savoir qui détient quoi, quelle valeur, qui détient quel terrain, quelle maison, etc. On ne sait pas si les gens payent ou ne payent pas. Et parfois, on évalue certains immeubles à des milliards. Mais est-ce qu'il y a une part de ça qui vient dans les caisses de l'État pour permettre à l'État de réinvestir dans le système social, dans les projets? Bon, ça c'est vraiment un gros problème. Il faut que ceux qui sont les plus riches puissent contribuer afin que l'État puisse aider les plus pauvres. Et je pense que cette question-là, elle est fondamentale parce que c'est une mine d'informations qui peut permettre d'améliorer les recettes de l'État pour des investissements dans les politiques publiques. Est-ce que vous pensez que cette digitalisation, l'intégration des services financiers d'impôts peut aider à y voir plus clair concernant l'argent du Sénégalais géré par certains fonctionnaires, peut-être, qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas donner, clarifier les choses, comment elles se passent, le foncier, le cadastre, entre autres? Par rapport au cadastre, ce n'est pas seulement l'aspect recette qui m'intéresse, moi, et qui me préoccupe, même si c'est un élément de fond mais dans l'action publique. Mais il y a un élément de lutte contre la pauvreté et de bonne gouvernance sociale là-dedans. Et le numéro d'identification cadastrale, si la cartographie est bien faite, nous pourrons voir quelles sont les couches sociales et les catégories sociales qui n'ont pas généralement accès au foncier, notamment les femmes et aujourd'hui les jeunes. Voilà. Et lorsque les femmes puissent accéder au foncier, et ça j'ai participé à beaucoup d'études sur la question foncière, notamment dans le nord du Sénégal et dans le centre du Sénégal, les femmes ont faiblement accès au foncier. Et cette faiblesse d'accès au foncier crée des besoins spécifiques du côté des femmes. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu la catégorie féminine dans l'immigration ou dans des actes, disons, contre la loi et hors nature, donc qui n'était même pas prévu à l'époque, dans notre schéma de pensée. Et l'autre élément, c'est l'accès au foncier du côté des jeunes, notamment des jeunes qui sortent et qui veulent entrer dans l'action entrepreneuriale. Le foncier est un élément pour avoir un secteur privé fort et un secteur entrepreneurial dynamique. Donc c'est à ce niveau-là que c'est important et ça nous permet non pas seulement de collecter des recettes en élargissant peut-être l'assiette fiscale, mais pour élargir les recettes et avoir davantage de recettes fiscales, il faudrait corriger, je dis bien, ça permet de corriger les disparités et les discontinuités qui s'y déroulent et qui s'y passent. Et comment le foncier est manipulé aujourd'hui par des catégories sociales spécifiques qui pensent qu'ils doivent être seuls détenteurs du foncier, et notamment du foncier de production, et même du foncier d'habitat. Aujourd'hui, sur la question du loyer, c'est important que nous puissions revenir sur ça, parce que c'est une question stratégique. Et ça permet aussi de donner un espace d'exécution du programme de logement
de l'État. Et ça, c'est important que nous puissions dérouler ce schéma-là. Ça peut être efficace pour lutter contre la corruption dans le foncier aujourd'hui. Dès lors que où une catégorie de personnes vend des terrains à des prix exorbitants, alors que chaque Sénégalais a droit à un foncier. Dès lors que ça permet une lisibilité, ça nous permet d'aboutir à des conclusions précises. Et voilà. Et à partir de ces conclusions, la décision de correction peut être prise en connaissance de fait. Donc c'est un peu ça. C'est plutôt la lisibilité que ça donne, que ça génère. Maintenant, de cette lisibilité-là, des catégories sociales vont pouvoir être en fait alimentées. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a un acquis important dans ce schéma-là. Même si, je dis bien même si, la digitalisation, comme on le dit en tant qu'innovation, n'est pas la limite de l'innovation, premièrement. Et deuxièmement, ça ne garantit pas une bonne gouvernance et une transparence à 100%. Il y a toujours à relativiser parce que ça relève du manipulable, encore une fois. Donc, voilà un peu ce que l'on peut constater sur cette question-là de la digitalisation de l'espace foncier. Comment instaurer une transparence absolue dans la gestion des services financiers, du cadastre et du foncier au Sénégal? Alors, la question de la transparence, elle est fondamentale, mais je pense que la digitalisation peut apporter un élément, une réponse fondamentale. Mais qui peut être manipulable, comme il l'a dit. Oui, qui peut être manipulable, mais enfin, les risques sont quand même moins importants que ce que c'est aujourd'hui. Parce que lorsque vous avez, lorsque le citoyen peut consulter une situation donnée, il sera difficile à la personne, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les fonctionnaires, mais à une personne donnée, investie dans le pouvoir de décision, de se faire manipuler ou même d'être corrompu. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que si les citoyens sont au même niveau d'information que les pouvoirs publics, pour les questions qui concernent les citoyens, c'est important, je pense que la corruption sera limitée. C'est déjà une réponse. Le citoyen peut ne pas être au courant de tout. Il y a un certain nombre de sujets qui sont réservés à la discrétion de l'État. Mais ceci dit, pour les questions d'ordre public liées au développement, liées au financement des politiques publiques, liées à l'amélioration des conditions de vie des populations, je pense que sur ces questions, les questions de recettes, les questions de transparence, les citoyens doivent être au même niveau d'information que les pouvoirs publics. C'est d'ailleurs ce qu'on a théorisé pendant longtemps, ce qu'on peut appeler le gouvernement ouvert. Aujourd'hui, on est dans l'ère du gouvernement ouvert. Il y a un certain nombre de pays développés, et même moins développés, qui sont arrivés. C'est-à-dire que le citoyen sait tout ce que fait le gouvernement. Qu'est-ce qui le permet? Le gouvernement ouvert aujourd'hui, il est rendu possible par la numérisation, par l'ère numérique. La digitalisation joue un grand rôle. Donc, pour limiter la corruption, aller vers plus de transparence, bien entendu, vous parliez de situation cadastrale. Lorsque on regarde dans une commune, la situation cadastrale, elle est consultable sur Internet par l'ensemble des citoyens. Bien entendu, quand ça concerne les valeurs, la valeur des immeubles, etc., il sera très difficile pour quelqu'un de faire autrement. En plus, nous avons au Sénégal une société civile, il faut le reconnaître, très dynamique, qui joue véritablement son rôle en collaboration avec l'État. Mais je pense que la transparence arrange tout le monde, intéresse tout le monde. Ça intéresse d'abord les citoyens parce qu'ils sont sûrs, ces citoyens, que l'argent public est dépensé à bon escient, que l'État collecte bien. Et c'est important pour l'État parce que ça assure à l'État le maximum de recettes qu'il peut générer. Parce que le premier perdant dans la corruption, c'est l'État. Donc, à mon avis, il faut aller vers ça. Oui, le dernier point de notre débat, ça concerne aujourd'hui la Covid-19, le coronavirus. Les inquiétudes sont notées un peu partout, par même le chef d'État par rapport à une vague qui est redoutée, risque. Aujourd'hui, le point qui a été fait aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé, on a 26 cas issus de la transmission communautaire entre Dakar Plateau, Liberté 6, Médina, Ngor, Thiès, Diourbel, Fass, Fatick, Kaolack, Ouakam, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Richard Toll, Saint-Louis, Tivaouane et Yoff. Donc, ce qui veut dire que le virus circule. Il y a 15 patients hospitalisés, 5 cas graves et 1 décès.
aujourd'hui. Est-ce que la remontée quelque part de la pandémie peut créer des risques d'une nouvelle vague? Ibrahima Diop. Risque, il faudrait que du point de vue de la communication, que nous puissions gérer cette question-là. Parce que moi, ma lecture, ce n'est pas seulement la pandémie et cette Covid-19, ce sont les effets que cela génère dans les relations sociales, dans les relations économiques, etc. Nous voulons relancer notre économie. Nous voulons quelque part rattraper le perdu et le passif par rapport à ces mois de difficultés et ces années de difficultés. Pour cela, il faudrait que nous puissions créer un climat et un environnement sanitaire favorable. Mais la condition principale, c'est le fait de hausser le dépistage. Le niveau, le régime et l'espace de dépistage. Hausser ça de manière systématique. Et régler cette question-là dès lors que au niveau frontalier, il y a des efforts qui sont et un dispositif qui est là, mais qu'il faudrait renforcer et alerter davantage. Mais les cas communautaires, ça veut dire que le virus s'est installé et circule. Oui, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut aussi la population dépistée. Je parlais à l'époque, au début du processus, d'un dépistage massif ciblé. Et il faudrait un processus. C'est un principe, parce que ça permet de créer les conditions de visibilité et d'attraction de notre pays d'abord, d'attractivité de notre pays, mais aussi les relations humaines vont être complètement décrispées pour enrayer cette méfiance-là au niveau des relations humaines et des relations économiques et commerciales. Nous pouvons le faire et nous devons le faire à ce niveau. Maintenant, en termes de risque, le risque zéro n'existe pas. Mais si on procède à un dépistage massif par rapport à des zones stratégiques, nous pouvons amoindrir et faire baisser encore de nouveau, parce qu'il y avait la baisse de la population qui était déclarée atteinte par ce virus-là. On pourrait baisser davantage cette population atteinte et quelque part se rattraper, parce qu'aujourd'hui, qui gagne le combat de ce Covid-19 gagne le pari économique. Le Sénégal a été cité comme exemple à travers le monde, comme étant le deuxième pays après la Nouvelle-Zélande d'avoir pu maîtriser les contaminations de la Covid-19. Aujourd'hui, de plus en plus, des inquiétudes sont notées par rapport à la montée des cas communautaires. Donc le virus continue à circuler à l'intérieur du Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter une nouvelle vague? D'autant plus qu'en Europe, on a vu aujourd'hui en France, dans d'autres pays, en Allemagne, que la maladie a recommencé la montée de la maladie est inquiétante là-bas. Tout à fait. Bon, la première des choses à faire, on le sait, c'est le respect des gestes barrières. Donc ça, le constat qu'on a fait aujourd'hui, c'est que pratiquement les gestes barrières ont été délaissés. Plus de masques de plus en plus, pas de gel hydroalcoolique. Dans les services, quand vous y allez aujourd'hui, on ne vous demande plus de mettre votre masque, ni de vous donner du gel. On a l'impression que les gens pensent que le virus est fini, que la pandémie est derrière nous. Non, il faut revenir vers ça. Pourquoi il faut revenir vers les gestes barrières? Parce que de toute façon, en temps normal, c'est un problème de santé publique. On parle de Covid-19, j'espère que beaucoup de gestes vont rester après la Covid-19. Parce que c'est un problème de santé publique d'abord. Se laver les mains. Mais qu'est-ce qui est plus naturel que ça? Vous avez salué beaucoup de gens, vous êtes allé dans un certain nombre d'endroits, vous avez touché beaucoup de choses, même pour sa propre famille. Rentrer à la maison, on se lave les mains. C'est tout à fait normal. Et donc ça, j'espère que ce sera le côté positif qui pourra rester. Bon, maintenant, tout ce qui est masque, c'est important de le garder. Et pourquoi aussi c'est important de revenir et de redouter une deuxième vague, même si on a parlé de cette fameuse immunité croisée, peut-être qu'on a des prédispositions ou une certaine immunité liée au milieu, etc. Ça, les spécialistes sauront apporter les réponses. Pourquoi on a moins de cas? Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce que... Bon, il faut saluer les efforts du Sénégal. Je pense que le gouvernement, là-dessus, vraiment, il faut saluer les efforts du gouvernement parce que la situation, elle est là. Elle est quand même maîtrisée par rapport à d'autres. Maintenant, il faudra à un moment donné ouvrir le pays. On ne peut pas continuer à fermer les frontières. On ne peut pas continuer à fermer le pays. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Lorsque le tourisme ne fonctionne pas, lorsque les gens ne viennent pas, il y a problème. Parce que
par exemple, ce tourisme, c'est un secteur multidimensionnel. C'est un levier. C'est pas parce que le touriste, il vient, il va à la plage, il dépense dans un hôtel, il repart. C'est pas seulement ça, les effets du tourisme. Ce qu'on attend véritablement du tourisme, c'est les effets connexes. Donc, l'investissement que ça a permis, les contacts que ça a permis. Le tourisme d'affaires est là également. Il n'y a pas un jour à Dakar où on pouvait se réveiller sans être au courant d'un sommet, d'une conférence internationale, des séminaires, ceci, cela, des séminaires. Mais ça, il faut que ça revienne. C'est très, très important. Mais ça, à un moment donné, ça va revenir. Et donc, on peut redouter qu'il y ait, même s'il n'y a pas une deuxième vague, mais qu'il y ait en tout cas une hausse des cas parce que d'autres sont arrivés sur le territoire porteurs du virus, justement. Et donc, ça peut créer une situation qui est relativement différente que celle qu'on connaît aujourd'hui. L'idée n'est pas d'accuser les autres de nous ramener le virus, parce que les Sénégalais bougent également. Mais l'idée, c'est de dire véritablement qu'on ne peut pas continuer à fermer le pays. À un moment donné, il faudra l'ouvrir, Covid-19 ou pas, parce que les conséquences sont vraiment terribles. On le sent, l'économie est bloquée. Malgré les efforts du gouvernement, on sait que c'est très difficile pour les populations. Le Sénégal fermé comme ça, ce n'est pas la solution. Aucun pays ne peut vivre en autarcie à ce jour. Nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans l'ouverture. Et donc, à un moment donné, il faudra redouter peut-être une augmentation des cas si on délaisse les gestes barrières, parce qu'on va arriver vers une ouverture. Et je l'espère que que le vaccin va être trouvé et que les frontières vont se rouvrir très très vite, parce que notre avenir vraiment en dépend. Plus de 7000 entreprises ont fait faillite. Ils sont dans les PME et les PMI. Certains disent que les effets de la Covid ne sont pas encore là. Ils sont attendus peut-être dans les prochains mois, décembre, jusqu'au mois de février prochain. Est-ce que déjà, il faut redouter que cette maladie-là ne fasse tomber complètement l'économie du Sénégal? Les gens parlent de redressement, mais les effets de la Covid-19 ne sont pas encore complètement atténués au Sénégal. Oui. Cher Alassane, c'est parce que notre économie est, dans sa définition, une économie extravertie. D'abord, premier niveau. Et le mal n'est pas à ce niveau seulement. C'est parce que nous avons une économie un tout petit peu, véritablement d'ailleurs, déséquilibrée du point de vue de l'espace territorial. Nous avons une économie basée sur le littoral du pays, notamment sur l'axe Dakar-Thiès, l'essentiel de notre économie, et un tout petit peu jusqu'à Sani. Ben, l'ensemble des investissements de l'État, c'est à ce niveau-là. C'est pour cela que le job d'un certain nombre de programmes, tels que le PUDC, etc., est un job immense. Il faudrait travailler sur l'équité des investissements, premier niveau. Et le déséquilibre par rapport à cette pandémie au niveau du secteur privé, surtout du secteur privé, ce n'est pas encore ressenti. Il y a des effets qui vont venir. Nous avions fait un effort en appuyant ces entreprises. Mais là n'est pas le problème. Pour moi, ce n'est pas le fait de renflouer les recettes des entreprises, les caisses des entreprises en termes de trésorerie qui pose problème. Ce n'était pas ça l'axe. Il faudrait plutôt créer des marchés intérieurs. La création de marchés intérieurs permet la relance des entreprises. Voilà le schéma. Mais le marché intérieur est quelque part bloqué. C'est pour cela que la communication en termes de dépistage interne, de taux et de niveau, le nombre de dépistés par mois, par jour, a faibli aussi. Il faut se le dire aussi. Il faudrait hausser ce niveau-là, ce nombre-là, et sécuriser, tranquilliser et apaiser l'environnement des affaires intérieures. Qu'il y ait une circulation et une commercialité entre les entreprises, entre les acteurs économiques et entre les décideurs sur ça. Je pense que le schéma doit être pensé de manière plus approfondie. Et d'autant plus approfondie qu'il y a un autre versant dans l'affaire, dans ces effets-là, des versants positifs. Nous avons enregistré cette année un taux de réussite scolaire avancé, appréciable par rapport aux autres années. Est-ce que la culture de la digitalisation et le renforcement du numérique et surtout l'accessibilité de ce numérique-là n'est pas aussi une voie? Parce que le numérique,
Diamniadio l'a traité tout à l'heure, et la rencontre sur l'administration l'avait traité il y a quelques années. Il faudrait en tout cas revenir sur l'ensemble de ces politiques publiques et voir jusqu'où la rupture pourrait être amorcée, non pas par rapport à l'étranger, mais par rapport à notre schéma à nous. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci infiniment Ibrahima Diop, sociologue et diplômé en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à Daouda Tall, éditorialiste, économiste. Merci à Biran Sissi d'avoir tenu la technique. Alassane Sambo Diop vous a tenu le micro. Bon dimanche à tous. Come on! iRadio mi ngi riir ñëpp déglu ko iRadio la bu bees gaa yi get leen ko Sénégal ak li ko wër beneen FM bu bees iRadio agsi na bidéo bu bees lépp luy xibaar mën ngeen ko am ci iRadio ko benn di 11h05 la def xibaar yi ci tënk ci kàllaama ak wolof Assane Ba ak Birane Cissé ñu leen koy dégtal ñi daal